votre commandant de bord. Bienvenue à bord de Cockpit, le podcast de Selectour. Bonjour, je suis Quentin et aujourd'hui je vous emmène au Japon. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence et je suis ravie de vous accueillir dans ce cockpit en toute intimité pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers de récits de voyage, d'anecdotes, d'interviews et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène au Japon. C'est un pays insulaire d'Asie de l'Est qui est constitué d'à peu près 7000 îles, dont 4 grandes principales qui sont habitées. Et c'est une destination touristique qui est unique et très complète parce qu'on aura à la fois de la culture avec les cérémonies du thé, la calligraphie, l'origami, les arts martiaux, une gastronomie très riche parce que c'est une des cuisines les plus célèbres dans le monde, un bouillon de technologie, le pays est aussi connu pour ça, on va avoir les robots dans les rues, les trains à grande vitesse les plus rapides du monde, une nature verdoyante avec à la fois des montagnes majestueuses, des plages pittoresques, des forêts de bambous, des jardins zen, enfin bref, on se lassera jamais. Et enfin des festivals colorés très connus comme le festival de la neige de Sapporo, le festival de danse d'Awa Odori et plein d'autres. Quentin, il est conseiller de voyage chez Selectour et c'est un expert du Japon. Il s'est passionné pour la culture, il a voyagé de nombreuses fois dans le pays et il s'est d'ailleurs marié avec une japonaise. Et aujourd'hui, il a accepté de nous partager le meilleur du Japon et de nous donner ses itinéraires et ses conseils pour découvrir ce pays incroyable. Bonjour Quentin, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast pour nous emmener au Japon que tu connais bien. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce pays qui est quand même très différent de la France avec des cultures qui sont presque opposées? Qu'est-ce qui intrigue les Français et qui fait qu'on a tant envie d'y aller, qu'on aime tant ce pays? Alors déjà, on n'a pas une culture si opposée que ça. C'est un pays où on a beaucoup de points communs. C'est-à-dire qu'ils sont très fans de la culture, ils ont beaucoup de monuments archéologiques. Donc on peut trouver des kofun qui datent de l'Antiquité, des châteaux du Moyen-Âge et beaucoup de temples vraiment qui ont plus de 1000 ans. Ils sont aussi très intéressés par la gastronomie, donc c'est vraiment un des points communs qu'on a avec eux. Ils aiment beaucoup la nourriture, c'est d'ailleurs la chose qu'ils préfèrent. À savoir que du coup les Japonais ont vraiment un intérêt pour les Français et inversement. C'est vrai qu'on a été dans notre génération, on a été bercé par la culture japonaise, que ce soit les samouraïs, les mangas, les films. Donc toutes ces informations-là, on les a bien digérées et puis on est vraiment fan du Japon. À savoir aussi que la destination est vraiment très bien. On a un excellent service. Vraiment, le service est de qualité, que ça soit la restauration, l'hôtellerie. Du 3 étoiles au 5 étoiles, on a vraiment un très bon accueil. Les lieux sont vraiment bien desservis par train, par bus. On peut se déplacer très facilement partout et on n'a jamais de surprise au niveau des transports en commun, que ce soit les horaires ou les annulations. Oui, donc il y a un certain standing et un confort qui plaît aux Français et une facilité de voyager qu'on retrouve au Japon. Exactement, le standing est très élevé. D'ailleurs, les Japonais ont un mot pour ça, c'est l'omotenashi, littéralement l'accueil divin. Au Japon, le client n'est pas un roi, il est un dieu. C'est ce qui fait qu'on a un service impeccable partout. D'accord. Ça peut expliquer aussi le petit problème qu'on a en tant qu'étranger. Parfois, les Japonais ne viennent pas nous voir et on a l'impression qu'ils sont racistes, mais c'est en fait qu'ils ont peur de mal nous servir ne parlant pas la langue. Ok, d'accord. Ah oui, c'est bon à savoir ça. Alors, effectivement, il y a beaucoup de différences, que ce soit entre le climat et les paysages. On peut y aller quasiment toute l'année au Japon. À savoir, il y a vraiment une période que je déconseille, c'est plutôt le mois de septembre, parce que c'est la période des typhons. Après, le mois de juillet-août, c'est aussi problématique parce qu'il fait très chaud. Il faut savoir que Tokyo est au niveau de Marseille en termes de situation géographique. Ah oui. Donc effectivement, il peut faire plus de 30 degrés et sur l'île, il fait très humide. Donc c'est très lourd en juillet-août, c'est un peu compliqué pour visiter. Pour moi, les saisons idéales, ça serait plutôt octobre-novembre ou alors la période des sakura, donc mars-avril. Je préconise plutôt l'automne parce que du coup le climat est encore agréable. On a plus de 20 degrés partout au Japon. C'est l'été indien japonais. Les érables sont donc avec les couleurs rouges. On a vraiment les couleurs d'automne partout. Pas mal de produits locaux de saison, notamment les marrons, des petits beignets, des choses comme ça. Donc c'est vraiment sympa. Et on peut se déplacer dans tout le Japon facilement. Il n'y a pas de contraintes de climat. Ok. Ça c'est top. On peut aussi, comme je disais, du coup la bonne saison c'était aussi la période des cerisiers, donc les sakura, sauf qu'il y a vraiment beaucoup de touristes à cette période-là, donc c'est un peu plus compliqué de se déplacer. Oui, forcément c'est la période la plus touristique parce que c'est connu dans le monde entier, faut choisir le compromis quoi. Oui, ça, en sachant qu'en plus les Japonais sont vraiment fans de la période des cerisiers, donc ils voyagent aussi un petit peu. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu nous conseilles comme itinéraire pour un premier voyage, pour avoir un bon aperçu du pays et la durée de voyage idéale pour toi Alors la durée de voyage, pour moi, ça serait au minimum 15 jours. C'est quand même un pays assez lointain, sachant qu'avec les conflits qu'on a actuellement, il faut faire quelques détours, donc c'est entre 14 heures et 16 heures de vol pour se rendre au Japon depuis Paris.
D'accord. Alors donc le premier itinéraire, le classique, Tokyo, Osaka, Hiroshima, c'est vraiment un incontournable, il y a vraiment tous les aperçus du Japon sur cette destination. Donc sur Tokyo, en passant 3-4 jours, on peut faire quand même pas mal de choses. Le sanctuaire de Meiji, les Shinjuku, Shibuya. D'ailleurs sur Shibuya, si vous voulez avoir une belle vue, l'idée c'est d'aller au Starbucks, comme ça vous avez une belle vue sur le Shibuya Crossing où tout le monde passe. Ah, c'est bon à savoir ça. Oui, il y a aussi les musées nationaux à Tokyo, donc quand même beaucoup de musées nationaux, que ce soit le musée du samouraï, le musée historique. Toute la culture est quand même bien présente sur Tokyo. C'est vraiment intéressant à faire. Après, en partant de Tokyo, on peut passer par Kamakura, qui est l'ancienne capitale avec un grand Bouddha en bronze. Passer une journée sur cette destination-là. Et après, effectivement, moi, ce que je conseille, c'est vraiment Hakone. Passer 2 nuits à Hakone, donc en onsen ryokan, donc c'est les auberges traditionnelles japonaises avec des bains chauds. Cette station est vraiment prévue pour ça, donc il y a plein de petits onsen sympas. On a la vue sur le mont Fuji, le lac Asahi en bas, ce qui permet de faire une petite croisière, de faire des randonnées sur 2 jours, c'est vraiment agréable. Ensuite, ce que je conseille effectivement, en partant d'Hakone, c'est d'aller directement sur Kyoto. Kyoto, c'est l'ancienne capitale, c'est vraiment le cœur du Japon au niveau culture. On peut trouver beaucoup de choses à faire sur Kyoto, donc c'est vraiment la destination à faire et à s'arrêter. Il y a notamment les geishas avec les danses odori, la cérémonie du thé, le temple du Kingakuji, donc c'est-à-dire pavillon d'or, pavillon d'argent, le temple Kyuzumudera, donc c'est le beau temple qu'on voit souvent sur la montagne avec une belle vue sur la ville. Mm-hmm. On peut trouver aussi donc le Fushimi Inari qu'on voit souvent en photo, c'est vraiment toutes ces portes rouges en allée. C'est vraiment très sympa à faire. Il y a beaucoup de musées aussi à Kyoto, que ce soit le musée du manga, le musée du saké. On peut faire aussi un peu de chemin de pèlerinage sur la randonnée de Yoshimindera et la bambouserie d'Ashiya, donc ça c'est la bambouserie très connue aussi, où on a vraiment l'allée de bambou, mais c'est vraiment petit par rapport à ce qu'on pourrait croire. Ok. Ensuite, effectivement, donc sur la région d'Osaka, en plus de Kyoto, on peut faire le mont Konya, qui est pas très loin et qui est accessible depuis Osaka, pour faire tous les sanctuaires donc de ce mont. Nous pouvons aussi aller après à Himeji, s'arrêter à Himeji pour aller voir le château, et aussi Nara. Donc Nara qui est aussi une ancienne capitale. On peut aller du coup sur le temple du Todaiji où il y a un grand Bouddha en bronze aussi. Savoir aussi qu'il y a donc le grand parc avec les daims où on peut nourrir les daims. Mais c'est pas la destination que je préconise pour voir les daims parce qu'effectivement ils demandent à manger, ils sont un peu agressifs. Vaut mieux les faire du coup sur Miyajima. Okay. Ensuite partir sur la région d'Hiroshima. Donc sur Hiroshima on peut aller voir le sanctuaire de la bombe nucléaire. On peut aller sur le château d'Hiroshima et ce que je conseille effectivement c'est de partir de nuit sur Miyajima. Sachant qu'en général les touristes viennent sur Miyajima à la journée, en fin de la journée il n'y a plus personne. Donc c'est beaucoup plus agréable et en plus le temple est éclairé, donc le temps de la visite on a vraiment un temple éclairé et avec beaucoup moins de gens. Une belle vue. On a vraiment une belle vue sur la mer du Japon avec la torii, donc la grande porte rouge au milieu de la baie éclairée, c'est vraiment très joli. Ça doit l'être, ouais. Le lendemain, pendant que les touristes arrivent, effectivement ce que je propose c'est d'aller faire le chemin de pèlerinage du Mont Mycène. Ça permet de voir moins de gens et de se mettre un petit peu au vert et se reposer avec la sérénité des petits temples en haut de cette montagne. Oh, c'est top ça. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ce premier itinéraire que je trouve très complet quand même. On a un bel aperçu du pays. Et alors si on connaît peut-être déjà le Japon ou qu'on a envie de le visiter, de le découvrir vraiment hors des sentiers battus, est-ce que tu aurais une deuxième alternative à proposer un peu plus atypique ou plutôt un peu plus typique du pays ? Alors j'en ai deux. Effectivement, je proposerais février, qui est une période un peu creuse, à savoir qu'au mois de février, le climat il fait très froid, mais c'est dégagé, donc on a un beau soleil et vraiment une belle vue pour faire de la photographie. Mmh. En février, on a assez facilement la vue sur le mont Fuji, ce qui est un peu compliqué le reste de l'année, parce qu'en général, il est souvent dans les nuages. Donc on peut aller effectivement à Hakone pour faire quelques photos et avoir une belle vue. Ce que je propose, un peu original, c'est d'aller au festival de la neige, donc le Yuki Matsuri à Sapporo, dans le nord du Japon. Mmh. C'est vraiment un très beau festival sur 2-3 jours. Il y a d'énormes sculptures qui font plusieurs mètres de hauteur, donc entièrement en neige et en glace. D'accord, waouh. Ensuite, fin février, donc si on reste sur le mois de février, effectivement, sur la deuxième quinzaine, on peut faire le Yuki Matsuri à Sapporo et descendre pour voir les cerisiers précoces dans la région de Kawazu. Donc les Kawazu Sakura, c'est vraiment dans à peu près au centre du Japon, entre Osaka et Tokyo. C'est un endroit très particulier où les cerisiers éclosent plus tôt.
en février. Donc on a moins de touristes que dans les autres périodes. D'accord. Et on a vraiment la vision des sakuras. C'est vraiment bon à savoir ça, parce que j'imagine que c'est pas encore trop touristique, ou peut-être des Japonais mais pas des étrangers. C'est beaucoup moins touristique. Il y a beaucoup de Japonais, oui, ça commence à être très connu, sachant qu'en plus c'est des cerisiers un peu plus particuliers, ils sont plus blancs que les autres. D'accord. Un autre périple original que je propose, c'est en octobre, c'est partir de Tokyo, donc sur la deuxième quinzaine d'octobre, et de faire donc Tokyo, s'arrêter à Hakone pour voir le mont Fuji, et de passer par Nagoya. En mois d'octobre, il y a un festival des samouraïs, donc en général c'est sur le week-end du 15 octobre aux alentours. Ok. Sur 2 jours, il y a des festivités avec des défilés de samouraïs et pas mal d'activités proposées. Donc on peut s'arrêter sur Nagoya. Partant de Nagoya, on peut aller à Gifu, qui est aussi un très beau château japonais un peu moins connu qu'Emeji. Et ensuite partir sur les Alpes japonaises. Donc les Alpes japonaises, c'est vraiment le centre du pays où on va trouver des maisons traditionnelles du XVIIIe siècle. C'est aussi pendant cette période, entre la deuxième quinzaine, il y a aussi pas mal de matsuri, du saké, des choses comme ça. D'accord. Sur les Alpes japonaises, que ça soit à Shirakawa-go ou Kanazawa. Okay. Donc on peut faire effectivement les Alpes japonaises et finir sur Takayama. De Takayama, nous pouvons partir à Matsumoto. Il y a aussi un très joli château et ça permet de faire la boucle vers Tokyo. Ok, bah oui, c'est pas mal comme deuxième itinéraire, ça permet vraiment de voir un autre aspect du Japon. Oui, effectivement, on sort des grandes villes pour aller dans le côté plus campagne. Et alors autant j'imagine que dans les grandes villes, les Japonais parlent plutôt correctement anglais, au moins dans les endroits touristiques. Dans le reste du pays, est-ce que la langue est une barrière? Est-ce que c'est indispensable de parler japonais, ou on peut s'en sortir avec l'anglais dans tout le pays? Alors c'est compliqué de parler anglais quand même dans tout le pays, même dans les grandes villes, hormis dans les lieux très touristiques, les Japonais parlent très peu l'anglais. C'est vrai que pour un voyage, je préconise soit d'être bien guidé, soit de vraiment parler japonais, que ça soit pour les panneaux ou discuter avec les Japonais. Ok. Ouais, donc au moins avoir un guide ou un traducteur ou quelque chose pour pouvoir communiquer plus facilement, quoi. Exactement. Après, il y a des applications assez pratiques où on parle, ça enregistre et ça répète en traduisant dans la langue demandée, qui peuvent sauver la vie quand on est à l'étranger. Oui, ça marche bien. Après, dans ces cas-là, ce que je conseille effectivement, c'est d'avoir Google Maps pour bien se repérer, parce que Google Maps marche très bien au Japon. Ça permet vraiment de trouver les transports en commun, mais du point A au point B, ça va vous expliquer les transports en commun qu'il faut prendre, que ce soit le bus, le train. Après, l'idéal, c'est aussi d'avoir une Suica. Donc une Suica, c'est une carte de paiement. Ça permet de faire les transports en commun. Si on a la barrière de la langue, c'est un peu plus facile parce que c'est particulier quand même de prendre des métros. Il faut calculer d'où on part et où on va. D'accord. La Suica permet de payer du coup à la sortie. Ah, c'est bon à savoir ça. Ça permet aussi d'acheter des boissons aux distributeurs et de payer dans certains combini. Donc les combini, c'est les petits commerces de proximité qu'on trouve partout au Japon. Ce que je préconise aussi, c'est d'avoir une pocket Wi-Fi. C'est vraiment indispensable pour se déplacer dans le Japon. Vu qu'on utilise Google Maps, avoir le réseau partout, c'est vraiment très bien. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils pratiques et puis pour ce récit de voyage. Est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter pour finir de convaincre les gens qui ne le seraient pas encore de voyager au Japon et de découvrir ce pays qui a l'air incroyable et hyper varié, diversifié et riche? Alors, c'est l'un des plus beaux pays au monde pour moi. Vraiment, on a un très bon accueil. On mange bien partout. Il y a vraiment beaucoup de choses pour les gourmands. Que ça soit des friandises, que ça soit des repas salés. On mange beaucoup. Les Japonais sont vraiment fans de la street food. Donc, on peut manger des petites choses partout. Donc ça, c'est vraiment très bien. C'est une culture, alors, proche et en même temps très différente. Donc, c'est un pays très dépaysant. Mais on a des codes qui sont assez similaires. Donc, c'est vrai qu'on peut trouver beaucoup de choses de sites historiques. Et aussi, du coup, la gastronomie. Même la culture du saké aussi est à découvrir au Japon, parce que on a la culture du vin et eux ils ont la culture du saké et ça se ressemble beaucoup. Donc c'est aussi ça ressemble à du vin. C'est un alcool de 14 degrés et ils ont aussi plusieurs cépages. Donc c'est vraiment intéressant aussi pour ça. D'accord. Et ben écoute, merci infiniment d'être venu nous parler du Japon et nous avoir donné tous ces conseils et tous ces itinéraires pour le découvrir. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a inspiré et fait voyager comme nous. Et si vous souhaitez écouter d'autres aventures autour du globe, abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée. Et vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, @Selectour. À bientôt dans le cockpit. Ici votre commandant de bord. Nous venons bien d'atterrir au Japon et la température extérieure est de 18 degrés Celsius. Merci d'avoir choisi Cockpit pour ce voyage audio. Nous espérons vous revoir très vite.